Nous sommes en 1773. Un homme de pouvoir va offrir à Bordeaux l'un de ses plus beaux monuments jamais construits. Le gouverneur, le maréchal-duc de Richelieu, habitué de la cour du roi Louis XV, est passionné de théâtre. Il souhaite doter la ville d'un majestueux complexe destiné au spectacle. Pour cela, il fait appel à un grand architecte formé à la prestigieuse Académie de Rome, Victor Louis. Victor Louis est un architecte qui a presque 40 ans, qui a derrière lui, je dirais, un curriculum vitae des plus intéressants. Le château Trompette, c'est cet immense édifice, propriété du roi, situé au nord de Bordeaux. C'est ici, sur ce terrain vierge, concédé par Versailles, que Victor Louis prévoit d'édifier son monument. L'emplacement est idéal pour cela. On n'est pas trop loin du fleuve, ce qui permet aussi de pouvoir acheminer les matériaux de construction par le fleuve, ce qui est beaucoup plus simple que par voie terrestre. A priori, tous les éléments sont réunis pour faire rapidement sortir de terre le majestueux édifice. Et pourtant, la construction du théâtre va mettre au défi l'architecte. Les travaux ont commencé à la fin de l'année 1773 et, alors qu'il pensait, il prévoyait achever ce travail en 3 ans, comme cela était la règle à peu près pour un théâtre, eh bien, il a mis près de 7 ans. C'est notamment l'emplacement, aux abords de la Garonne, initialement prévu comme un avantage, qui va se révéler être finalement un inconvénient de taille. Tout se déroule bien avec les fondations classiques de pierre jusqu'à 60-65 mètres. Mais les derniers mètres, les derniers 20-25 mètres sont problématiques parce qu'on quitte le socle stable de la place de la Comédie et on rentre dans un sol beaucoup plus meuble, vaseux. Le théâtre se trouve dans une zone marécageuse avec des ruisseaux, des marais, dans lesquels la marée remonte à chaque fois, car à Bordeaux, il y a une amplitude de marée extrêmement importante, bien que la ville soit à plus de 80 km de la mer. La première idée est de verser une quantité considérable de terre et de roches pour tenter d'assécher le sol. Mais la puissance de l'eau de la Garonne rend cette solution impossible. Seule alternative, installer le théâtre sur pilotis. Louis va tapisser en quelque sorte le dernier tiers de son théâtre en sous-sol de ces pilotis qui vont eux-mêmes participer à la stabilité du bâtiment, dans le sens où ils supportent une bonne partie du poids qui est au-dessus, en plus des fondations de pierre. Donc ils jouent un rôle qui est un rôle aussi de possibilité en quelque sorte de fluctuation de l'humidité en sous-sol sans impact sur la stabilité du bâtiment. La partie ouest est constituée d'un sol en pierre. Mais à l'est, près de la Garonne, le terrain est totalement vaseux. Un cours d'eau souterrain est même présent. Victor Louis va donc installer 240 pilotis allant parfois jusqu'à 15 mètres de profondeur. Il constitue un immense maillage de 1300 mètres carrés, soit l'équivalent d'une surface de 5 terrains de tennis. On a pu commencer à mettre en place les 2 étages de cave qu'il y a au Grand Théâtre. Donc c'est un travail titanesque au départ pour assurer la stabilité et la solidité de l'édifice. 200 hommes vont s'atteler à ce travail fastidieux. Le chantier pèse considérablement sur les finances de la construction, si bien qu'après 1 an de travaux, les pilotis sont à peine installés que les caisses sont vides. Le chantier est arrêté faute d'argent. Il faudra attendre de nouveaux financements pour que Victor Louis puisse commencer à élever le monument. Et l'architecte a une obsession. Il souhaite que le théâtre soit minéral, entièrement construit en pierre. L'agencement et la qualité de chacune d'entre elles est méticuleusement réfléchi. Il y a évidemment dans tout le sud-ouest
des carrières qui permettent à Victor Louis de faire des choix. Ces choix sont en adéquation avec la propriété que chaque pierre doit avoir dans la position qu'elle a par rapport à la stabilité du bâtiment. Les plus résistantes sont des pierres qui sont utilisées pour les socles, pour les marches d'escalier et pour les premières assises de pierre de taille, jusqu'à 80 cm environ du sol. Et puis lorsqu'on s'élève dans l'édifice, on va choisir un calcaire qui a une esthétique à peu près identique, mais qui est beaucoup plus léger, beaucoup moins dense, et tout cela participant de la stabilité du bâtiment. 4 variétés de pierres sont ainsi intelligemment réparties dans l'ensemble de l'édifice. L'objectif de Victor Louis est de faire tenir ces milliers de pierres de taille sans le moindre artifice. Il s'agit là d'une sorte de Lego, si on peut dire, où on va empiler ces pierres. Victor Louis étant un génie, si on peut dire, de la stéréotomie, cet art de la taille de la pierre, qui fait que le bâtiment tient sans accompagnement métallique. Louis a essayé d'utiliser au maximum la pierre pour éviter évidemment tout ce qui est incendie. Il a tellement soigné la construction que c'est un chef-d'œuvre. Pour donner encore plus de grandeur à son monument, Victor Louis va se lancer un défi technique qu'aucun architecte n'a encore jamais tenté. Il souhaite construire une avancée monumentale dotée de 12 colonnes. Nous sommes alors en 1776. Nulle part au monde, il n'y avait 12 colonnes libres. Les temples grecs eux-mêmes n'ont pas ça, rien. Ces 12 colonnes en façade, naturellement, ne pouvaient pas tenir, normalement, sans être contrebutées aux angles. Parce que c'est un problème de poussée tangentielle et de poussée vers l'extérieur. Et naturellement, les contemporains disaient « c'est pas possible ». Une voûte plate, c'est un élément architectural très fragile qui tient parce qu'on taille les pierres de manière à ce que les forces se répartissent jusqu'à être stoppées par les murs latéraux. Or là, comme on est à l'avancée du bâtiment, de murs latéraux, il n'y en a pas. Et elle va notamment interroger les Bordelais qui, conscients de la difficulté technique, pensent que cette voûte plate ne tiendra jamais. Cette avancée composée de 12 colonnes induit des forces colossales vers l'extérieur du monument. Si rien n'est fait, les colonnes extérieures risquent de s'effondrer et d'emporter avec elles une partie du théâtre. L'une des possibilités serait de retenir ces forces à l'aide de contre-butées, mais Victor Louis souhaite laisser ces colonnes totalement libres. Il va leur trouver une astuce efficace et imperceptible. En réalité, lorsqu'on observe la manière dont est structurée cette voûte plate qui tient sans murs latéraux arrêtant la poussée, on se rend compte qu'il y a un très bel enchaînement de tailles de pierre qui en fait naturellement réoriente la poussée vers la façade du bâtiment. Aux extrémités de la colonnade, les pierres sont en effet sculptées et imbriquées à l'aide d'une technique dite de la taille en queue d'aronde, normalement utilisée en menuiserie, mais ici appliquée aux pierres. Elles sont ajustées entre elles dans les parties naturellement d'angle. Et il n'a pas fait ça que pour la dernière colonne, mais pour les 2 dernières colonnes. Ce qui fait qu'il diffuse ainsi la poussée, qui est reportée en quelque sorte vers le mur du théâtre lui-même, en arrière du portique, et naturellement, ça ne bouge pas. L'agencement est composé aux angles de 78 pierres taillées afin de répartir et de rediriger les forces vers la façade du mur, qui lui est stable. Mais face à cette technique, les Bordelais sont circonspects. Pour rassurer la population, Victor Louis concède l'installation d'une armature en fer afin de sécuriser davantage l'édifice. Certains pensent qu'il est utile, d'autres que c'est une véritable boutade, et c'est ainsi qu'on nomme le clou de Victor Louis, c'est-à-dire un des seuls appareillages métalliques existants dans le bâtiment, tout le reste ou presque n'étant
que le résultat de la virtuosité de Victor Louis pour la taille de la pierre, de l'agencement, sans assistance métallique.